Retour sur ce plateau, mesdames, messieurs, vous êtes bien sûr sur Ziana TV. Vous suivez donc de l'effet pangolin à l'effet perpipique. Mon invité est monsieur Rigobert Serge Mboukou, anthropologue, chercheur en sciences sociales. Avec lui, nous explorons cette note diplomatique du Quai d'Orsay, l'effet pangolin. Alors, Serge Mboukou, on a bien compris que l'opportunité était là pour que la France et ses services puissent bien se saisir de cette crise sanitaire afin d'interroger ou d'interpeller les capitales africaines par rapport à leur résurgence à l'issue de cette crise. Mais avec vous, on va maintenant rentrer dans le fond. On va rentrer dans le fond. Qu'est-ce qu'on apprend dans cette note ou qu'est-ce qu'on n'apprend pas exactement? Est-ce que ces vérités que certains découvrent aujourd'hui n'ont pas déjà été dites par d'autres il y a de cela 30 ou 40 ans? Est-ce que vous croyez que cette note, bien qu'opportune, dit autre chose que nous sachions déjà par rapport à l'état sanitaire, politique, social et de gouvernance du continent africain? Ce sont des questions qui ont une profondeur. Les questions que vous posez touchent à une réalité épaisse, une réalité qui plonge dans le temps finalement relativement long de l'histoire franco-africaine, de la colonisation jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que lorsque l'on pense, lorsqu'on entre dans l'impensé, ce qu'on pourrait appeler l'impensé colonial, eh ben, on voit que l'Afrique est pensée comme un gisement. Voilà. L'Afrique, c'est un gisement. Dans l'impensé, même dans la pensée coloniale, l'Afrique est un gisement. Et au fond, cette Afrique gisement est le lieu d'exploitation des ressources. Lorsque l'on revient à cette année 1958, je reviens toujours sur cette année-là, on voit l'inauguration de la Ve République en France. Et bien, cette inauguration de la Ve République, en fait, pourrait-on dire, correspond aussi à l'invention de ce qui est vulgairement connu sous le nom de France-Afrique, mais que un anthropologue comme Jean-Pierre Dozon, par exemple, appelle l'État franco-africain. Cet État franco-africain s'inscrit au cœur de la politique de la Ve République où le général de Gaulle, par exemple, finalement a une volonté de faire de la France puissance, d'un point de vue comptable, puissance moyenne, non, à l'échelle mondiale, à l'échelle européenne, au sortir de la guerre, c'est une puissance moyenne. C'est la volonté du général de Gaulle qui sera de faire passer la France d'une puissance européenne moyenne, somme toute, en dépit de sa gloire passée, d'en faire une puissance mondiale. Une puissance mondiale à l'aune de la redéfinition géostratégique ou géopolitique mondiale issue de la Seconde Guerre mondiale. Et pour cela, le général de Gaulle va, au fond, tabler sur l'Afrique, sur ses anciennes colonies, pour pouvoir justement, prétendre au rang de puissance mondiale. Voyez. Donc, l'État gaullien, pour ainsi dire, qui va redéfinir cet État franco-africain, va avoir deux volets. Un premier volet qui consiste à mettre en place un véritable dirigisme d'État pour essayer de renforcer un certain nombre de secteurs en France, mais il va avoir cet État franco-africain, un volet africain qui consiste à venir, à l'ONU, venir sur la scène mondiale, barder, lester de ces anciennes colonies qui, elles, possédaient les ressources géostratégiques qui désormais étaient les ressources en vogue, c'est-à-dire le pétrole, c'est-à-dire l'uranium. Vous voyez, donc, tous ces éléments-là, n'oublions pas que 1945, c'est l'entrée en scène des puissances atomiques. Or, l'uranium devient un élément géostratégique absolument déterminant. Donc, le pétrole, l'uranium et d'autres ressources géostratégiques sur lesquelles la France peut compter se trouvent en Afrique. Voyez. Donc,
on comprendra dans cette espèce d'État, dans cet État franco-africain, la place des fameux réseaux Foccart qui ont tellement fait parler. Donc, aujourd'hui, après cette longue histoire, on pensera, mais bon, je ne vais pas rentrer dans ce dossier brûlant, on pensera par exemple à la guerre du Biafra, par exemple. Voilà, 1967, rappelez-vous, le colonel Emeka Ojukwu, toutes sortes d'histoires liées à toujours la quête du pétrole. Donc, aujourd'hui, nous sommes au cœur d'un moment décisif où il s'agit d'entrer dans une nouvelle ère. La question se pose, comment la France entrera-t-elle dans cette nouvelle ère? Comment réussira-t-elle à trouver sa place ou à garder sa place qui est disputée par d'autres puissances qui ont émergé depuis? Donc, au fond, il y a un doute, pourrait-on dire. Regardez la place de la France en Afrique face à des puissances comme la Chine, etc. Donc, cette question est une question brûlante dans l'actualité franco-africaine. Comment la France peut-elle faire pour garder sa place au niveau du monde en lien avec le logiciel du passé? Or, ce logiciel du passé, il devient éminemment problématique parce que, justement, en Afrique émergent un certain nombre de données, de paramètres, qui sont des paramètres qui ne correspondent plus au logiciel passé. Une opinion africaine dynamique, une jeunesse éduquée, des forces sociales et associatives fortes, parfois agressives, des théories nouvelles du monde, une nouvelle manière de penser, de nouvelles puissances qui émergent, des protagonistes auxquels on n'avait pas pensé. Toutes ces forces forment un espace de bouillonnement qui interroge en fait aussi bien le personnel politique français, qui est un personnel qui a une autre histoire. Ce n'est pas l'histoire d'une génération qui avait été formée à la culture de l'empire colonial. Voyez, on a une nouvelle génération d'hommes politiques qui ne sont pas très sensibilisés à ces questions-là. Il y a encore quelques baroudeurs qui circulent dans les cénacles, mais la génération actuelle ne comprend pas toujours, ne saisit pas toujours les vrais enjeux issus de la colonisation. Donc, c'est un nouveau moment. Et ce nouveau moment rencontre une élite et une jeunesse africaine moins complexée. Donc, c'est un très grand moment de redéfinition, quelque part, des équilibres. C'est un très grand moment de redéfinition de la relation franco-africaine. Et cette redéfinition pourra être ou une chance, voyez, ça pourrait être une chance de pouvoir enfin espérer discuter d'égal à égal. Ça peut être un moment où on pourra ne plus avoir cette espèce d'acquiescement automatique et entendu, mais ça peut être aussi, hélas pour l'Afrique, un moment où des traîtres, Julien Benda dans son livre La trahison des clercs, parlait de la responsabilité des intellectuels qui peuvent effectivement trahir ce en quoi ils peuvent être des anti-intellectuels. Ce que je crains parfois pour l'Afrique, c'est que justement ces anti-intellectuels, comment dire, des espèces de loups cachés derrière des moutons, soient en fait des êtres qui bradent tout simplement l'indépendance africaine au profit d'intérêts très particuliers. D'accord. Alors, Serge Mbouko, moi, ce que je voulais bien comprendre, est-ce qu'il fallait attendre une telle note diplomatique pour bien savoir que les États africains ont un système sanitaire qui, depuis 40 ans ou 60 ans, ne fonctionne pas, pour bien comprendre que les gouvernances sont quand même, posent pas mal de questions, les questions de liberté, les questions, je dirais, d'équilibre sur le plan social. Cette note ne nous apprend peut-être pas tout ça. Les gens étaient au courant. Il y a bien eu des gens qui l'ont dit. Les pays occidentaux aujourd'hui regorgent de pas mal d'opposants qui ont souvent dit la même chose.
Pourquoi accorder un tel intérêt sur des choses que nous connaissions déjà, que certains connaissent déjà, à une telle note par rapport à l'opportunité de la crise? C'est une chose, à mon avis, très complexe et très simple. C'est que cette crise ou cette note, pour moi, je l'ai dit au tout début, cette note est un symptôme. Voilà. Cette note est un symptôme. C'est un symptôme qui révèle un moment décisif possible. Un moment décisif possible d'un possible changement de culture. Nous ne découvrons rien. Vous avez raison. Vous avez raison de dire nous ne découvrons rien. Ces choses-là étaient connues. Ces choses-là ont été dites et redites par tant et tant de personnes. L'histoire de l'Afrique est constellée de personnalités, de voix qui ont dénoncé, des voix politiques, mais aussi des artistes, mais aussi d'éminents membres de la société civile qui ont toujours dénoncé ces situations lamentables, sauf que nous étions assis sur une culture qui, dans une sorte de consensus des cyniques, avait décidé de marginaliser les questions essentielles liées au bien-être des peuples. C'est ça la question. Nous étions assis sur une culture qui s'était officialisée, une culture du mépris des peuples, une culture du mépris des peuples qui étaient considérés comme des insignifiants, comme des gens qui, quantité négligeable. Négliger, ça veut dire ce qu'on refuse de compter, ce qu'on refuse de prendre en ligne de compte. Voilà. Le mépris et la négligence des peuples étaient érigés pendant des années en culture. Or, aujourd'hui, ce qui émerge, c'est que tout d'un coup, il y a une sorte de masse qui bouge, qui commence à bouger, c'est-à-dire un glacis qui s'était constitué, tout d'un coup, qui craque et des voix nouvelles, des acteurs nouveaux, des revendications nouvelles, un monde nouveau, avec une opinion planétaire, des porte-paroles, voyez, nouveaux, qui émergent et qui tout d'un coup, en fait, provoquent, provoquent et questionnent la culture cynique qui s'était instaurée jusqu'à présent. C'est pour cela que tout d'un coup, cette note fait symptôme parce qu'elle semble prendre au sérieux ce qui a toujours existé. Et c'est peut-être pour cela que c'est possiblement une chance de commencer à redéfinir un certain nombre de choses, commencer à questionner un certain nombre de pratiques politiques, enfin, des pratiques antipolitiques, ce serait plus juste de dire ça, de pratiques antipolitiques cyniques qui s'étaient imposées au mépris du peuple. Donc là, il y a à saisir une sorte d'opportunité. On a affaire à quelque chose comme un possible coup de théâtre dont l'histoire a seul le secret. Voyez, mais ça peut être aussi la montagne qui accouche de la souris si on y prête garde. Si on y prête garde, si on ne fait pas attention, ça peut être la montagne qui accouche de la souris. Et c'est peut-être pour cela que les initiatives comme les vôtres peuvent être fécondes dans le temps long. Parce qu'au cœur de la crise, les gens sont attachés, pour des raisons de survie, les gens sont attachés à ce qui est essentiel. C'est-à-dire ce qui est immédiatement accessible, ce qui est recherché immédiatement. Et les gens ont raison parce qu'il faut survivre, parce qu'il faut avoir les choses. Mais à quel prix? À quel prix? Pour l'avenir, nous donne-t-on ces solutions? Pourquoi ne nous ont-ils pas proposé? Pourquoi n'ont-ils pas fait preuve de tant de générosité par le passé? Pourquoi tout d'un coup ils surgissent à chaud pour nous proposer des masques, toutes sortes de choses? Mais à quel prix? Qu'est-ce que nous donnons en échange? Qu'est-ce que nous acceptons de donner en échange, taraudés que nous sommes par la nécessité? C'est ça la question. Donc, peut-être que le travail que nous faisons ou que vous faites, en tout cas travail auquel je rends hommage, d'interpellation permanente, qui consiste à, bien sûr,
porter la voix et la lumière sur ce qui se passe maintenant, tant de turpitudes, mais aussi tant d'actes héroïques, tant d'initiatives intéressantes, mais aussi tant de turpitudes. Vous mettez la lumière sur ces choses-là. Mais c'est aussi et en même temps le moment de commencer à penser, de commencer à donner forme à un possible avenir. Sinon, en effet, la montagne pourrait accoucher d'une souris. Alors, par rapport à cet avenir, Serge Mboukou, quand on lit ce document, je dirais les services du Quai d'Orsay vont se baser sur 4 acteurs. Vous avez donc ce qui est dit à ce stade, 4 catégories d'acteurs ont la capacité de mobiliser les foules qui doivent d'ores et déjà constituer des interlocuteurs pour nos efforts de gestion de la crise en Afrique. On va disséquer ces 4 acteurs. En premier lieu, citons les autorités religieuses. C'est vrai qu'ici, on parle de l'Église catholique, de certaines confréries musulmanes, mais nous avons aussi toutes ces églises dites de réveil qui n'étaient pas là à l'époque coloniale, en fait. Parce que quand on parle de l'Église catholique est venue avec la colonisation et s'est installée grâce à la colonisation. Or là, est-ce qu'on reprend les mêmes ou on recommence? Ou il faut aller chercher dans ces nouvelles religiosités que nous voyons en Afrique des acteurs qui peuvent accompagner, je dirais, cette gestion de crise en Afrique. D'abord, les autorités religieuses. Alors, vous voyez, lorsque les producteurs de cette note éclairent la société africaine, ils repèrent un certain nombre de protagonistes pour eux. Vous voyez, ils ont leur lecture de la société africaine, ils ont leur cartographie de la société africaine. Vous voyez, ils repèrent un certain nombre d'auteurs qu'ils considèrent comme des auteurs crédibles à leurs yeux. C'est très bien pour eux. Lorsque ils parlent, puisque vous voulez que nous procédions par oui, on va procéder parce que, juste pour les citer les 4, pour que les gens comprennent bien, donc on a les autorités religieuses, les diasporas, les artistes populaires et les entrepreneurs. Donc là, on est d'abord dans cette première catégorie d'acteurs. Oui. Mais les autorités religieuses sont des acteurs qui sont dans l'ère du temps. Or, l'ère du temps a changé. Voyez, l'ère du temps a changé. Les autorités religieuses sont des leaders d'opinion, pourrait-on dire. Sauf que eux repèrent un certain nombre d'autorités religieuses que l'on peut considérer comme classiques dans l'histoire des anciennes colonies. D'accord ? Or, chemin faisant, au cours de l'histoire, d'autres leaders d'opinion, d'autres types d'autorités ont émergé. Mais ces autres autorités qui ont émergé sont porteuses, de ce que l'Afrique, en tant qu'espace de bouillonnement, porte aussi. Parce que qu'ils parlent des églises catholiques, de certaines confréries musulmanes, et en ne tenant pas compte, par exemple, du phénomène social du mouvement évangélique et des pasteurs, et ça pose un vrai problème. Mais ça pose un vrai problème qui renvoie aussi aux sociétés africaines elles-mêmes qui doivent se trouver dans un espace de questionnement, dans un moment de questionnement. Une crise est un moment de tension qui révèle, un moment de tension qui révèle un certain nombre de forces en présence. Mais on a crise parce qu'il y a des forces contradictoires à l'œuvre au cœur de l'histoire. Il y a une crise parce qu'il y a des forces contradictoires, parce qu'il y a des tensions au cœur d'une société. Mais il y a crise aussi parce que des forces extérieures rencontrent des tensions internes. Et cette rencontre-là peut générer une faille critique. Mais la faille critique devient aussi, ouvre, pour ainsi dire, l'opportunité pour des productions discursives, pour une réflexion, ainsi de suite. Donc, les autorités religieuses qui ont le vent en poupe aujourd'hui, ou en tout cas parmi les autorités religieuses qui ont le vent en poupe aujourd'hui, on trouve justement les autorités issues des mouvements évangéliques, notamment les pasteurs. Or, ces mêmes pasteurs qui sont de vrais leaders d'opinion sont aussi, ou font aussi l'objet de graves, sévères
et souvent juste critique de la part des masses africaines. Voyez? Donc, au fond, il y a à entendre une critique sociale africaine. Il y a à entendre une critique sociale portée, et encore avec véhémence, par une certaine opinion. Donc, si ces autorités religieuses qui sont répertoriées ou repérées par les autorités ou par les pouvoirs extérieurs sont des autorités dites classiques, hein, les églises catholiques, certaines confréries musulmanes, voilà, il faudrait que l'Afrique arrive à crédibiliser ces autres autorités, voyez, à crédibiliser. Donc, il y a une critique interne, une critique sociale africaine qui doit être menée pour, au fond, crédibiliser des pasteurs qui sont porteurs de vrais projets et essayer de repérer, on va dire, entre guillemets, des brebis galeuses. Alors, il faut quand même dire une chose, Serge, si vous permettez, c'est que dans cet aspect de crédibilisation, nous avons vu sur les réseaux sociaux une critique portée directement sur les pasteurs, notamment des églises de réveil, qui ont toujours sollicité les populations africaines en cas de crise, notamment en cas de maladie, ayant toutes les solutions nécessaires. Or là, on voit beaucoup de personnes intervenir pour dire, mais les pasteurs, où êtes-vous? Or, on ne sent pas, je dirais, la même interrogation vers les églises dites traditionnelles. C'est-à-dire que quand vous entendez les critiques, quand vous voyez les réactions, il y a une critique très importante vers les leaders de ces églises de réveil qui ont souvent sollicité et les corps et les portefeuilles de leurs joints. Je pense que l'émergence… Est-ce que cela participe, je dirais, à cette critique interne au continent lui-même, notamment dans cette sphère religieuse? C'est une question intéressante, importante et difficile. C'est une question importante, intéressante et difficile qui demande analyse. Mais nous sommes dans un moment difficile où on est dans l'urgence. Le coronavirus est un accélérateur historique. C'est un accélérateur historique qui nous impose une urgence. Mais enfin, ayons parfois le courage de prendre un peu de distance par rapport à ça. Le mouvement ou les mouvements qui ont porté sur la scène les pasteurs, ces mouvements-là sont liés à une situation longue de dégradation quelque part du champ social, et les pasteurs ont été des porteurs, des relais de l'aspiration du peuple à un mieux vivre, à un mieux être. Voyez? C'est-à-dire que le discours des pasteurs était un discours de consolation en réponse à une espérance 1000 fois déçue. En réponse à une espérance 1000 fois déçue, y compris par les églises classiques. Voyez? Les églises classiques ont pendant très longtemps aussi été des lieux où les leaders de ces églises, en tout cas beaucoup de leaders de ces églises, s'étaient éloignés des préoccupations concrètes des masses, en dehors de quelques figures. Mais les églises dites classiques étaient devenues aussi, ça arrive souvent dans l'histoire de la sociologie religieuse, étaient devenues des fonctionnaires du sacré, comme disait Pierre Bourdieu. Des fonctionnaires du sacré qui tout d'un coup étaient à la course de prébende, à la course de position sociale forte, et au mépris finalement des peuples qu'ils avaient la mission de diriger, de conduire, d'aider, d'éduquer. Et donc, ce peuple-là, quelque part, a eu tendance à leur tourner aussi le dos, et les pasteurs ont surgi dans cet espace, proposant un discours qui entrait en cohérence. Un discours souvent eschatologique, il faut le dire aussi. Exactement. Et donc, ces choses-là ont fait que tout d'un coup, le peuple s'est reconnu en eux. Le peuple s'est reconnu en eux. Sauf que ils ont aussi été, comment dire, ils ont révélé aussi leurs propres contradictions et leurs propres faiblesses. Faiblesse de formation, par exemple. C'est un vrai problème. Faiblesse de formation.
Ce sont des pasteurs souvent qui ont surgi des milieux populaires sans toujours avoir la formation nécessaire à la conduite des troupes. Ce sont des personnages qui ont beaucoup tablé sur l'émotion. Voyez? Et donc, au bout d'un moment, une fois que la masse était groupée derrière eux, les suivants, tout d'un coup, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas toujours les armes pour pouvoir structurer des choses importantes qui vont avoir un impact durable dans le mouvement social lui-même. Et donc, la conclusion, c'est que tout d'un coup, une énergie forte, focalisée sur des personnages de pasteurs ou d'autres leaders, s'est avérée, comment dire, s'affaiblir parce que ces êtres n'étaient pas capables de traduire dans les faits. Hein, ils n'ont pas tenu leurs promesses, pourrait-on dire. Ils n'ont pas tenu les promesses que ces foules, que les espérances de ces foules mettaient sur eux. Et conclusion, souvent ça s'est disloqué, souvent ça s'est dissous en turpitude. Et ces turpitudes sont dénoncées absolument par tout le monde, dans la rue, ainsi de suite. Donc, conclusion, on trouve que ces pasteurs sont souvent décevants. Et ces pasteurs, finalement, focalisent toute la critique, toute l'ironie, en fait, le désenchantement du peuple. Et ce désenchantement du peuple fait que le peuple est à la quête, à la recherche de leaders authentiques qui puissent être porteurs des espérances, mais surtout qui non seulement seront porteurs d'espérance, mais vont canaliser cette énergie pour permettre à ce que des initiatives fortes, porteuses d'avenir, concrètes, puissent voir le jour et finalement s'inscrire dans la durée historique longue et structurante pour un avenir, un vrai avenir pour les jeunes, un vrai avenir pour le pays lui-même ou pour les pays eux-mêmes. Alors, est-ce que Serge Mboukou, on ne trouverait pas ces leaders dans cette deuxième catégorie d'acteurs qui sont constitués par les diasporas? Dans cette note, il est dit, les diasporas, elles ont un devoir d'information civique. C'est d'Europe, depuis les relais d'information organisés par les diasporas, que sont considérées les informations fiables, lues et diffusées sur le Covid à travers l'Afrique francophone. Là, on garde toujours la Libye du Covid qui est là, l'opportunité du Covid, mais on voit très bien que toute la place en fait donnée à ces diasporas. Or, on sait quand même que cette diaspora est constituée en grande partie, je dirais, des gens qui ont été désenchantés par les politiques de leur pays d'origine, qu'ils aient été aux affaires ou non. Donc, qui portent une voix toujours du viol de temps, parce que si vous prenez par exemple l'exemple de la Guinée-Conakry, Alpha Condé, qui est aujourd'hui au pouvoir, a toujours porté cette revendication politique de la diaspora pour mener les choses à bien. Or, nous savons ce qu'il est devenu aujourd'hui Alpha Condé lui-même, qui est en train d'organiser, je dirais, un changement de la Constitution alors qu'il ne développe plus l'aide, qui organise des échéances électorales alors que son pays est affecté par le coronavirus. Mais enfin, on voit tout ça. Est-ce que les diasporas telles qu'elles sont présentées là gardent toujours cette crédibilité nécessaire quand vous êtes toujours habitué de nous ramener à l'histoire, quand on voit l'histoire de ceux qui sont allés reprendre, je dirais, les affaires sur le continent, qui sont partis des diasporas? Aujourd'hui, on n'aurait pas le continent à ce niveau si ces hommes et ces femmes avaient eu cette crédibilité qu'on leur donne aujourd'hui. Qu'est-ce qui change aujourd'hui par rapport à l'histoire de ces diasporas vis-à-vis de leur pays, Serge Mboukou? Tout change et peut-être rien ne change, pourrait-on dire. Tout change et peut-être rien ne change. Si je devais répondre à cette question, qui est une question piégeuse, une question importante mais délicate, je commencerai par dire que personnellement, je me méfie de la substantialisation. Je me méfie de la substantialisation, c'est-à-dire que dans les diasporas, il y a à boire et à manger, si je puis m'exprimer ainsi. Voyez? Il y a à boire et à manger dans les diasporas. Donc, considérer les diasporas comme des acteurs possibles, cette note qui considère les diasporas comme des acteurs possibles
pour peut-être une alternative politique sur le terrain, sur le continent africain, c'est tout dire et ne rien dire à la fois, en fait. Parce que les diasporas, vous le signalez bien, les diasporas, c'est tout et c'est rien. C'est qui les diasporas? On trouve dans les diasporas des diasporas issus des sociétés, issus de la société, des sociétés africaines. On trouve dans les diasporas aussi bien des débrouillards, d'anciens débrouillards des quartiers de Brazzaville qui ont fait des pieds et des poings pour pouvoir se trouver en diaspora. Mais on trouve aussi dans les diasporas d'anciens membres des élites, ces élites-là même qui ont contribué à la déliquescence même des espaces politiques locaux et qui se retrouvent ici dans des conditions tout à fait toujours aussi luxueuses et toujours aussi intéressantes, ou alors dans des conditions dégradés, puisqu'ils ont perdu ou ils auraient perdu quelque part les prébendes dont ils bénéficiaient sur place. Donc, la question des diasporas, c'est comment arriver à envisager des membres ou des personnalités de la diaspora, mais qui soient des personnalités de qualité, qui mènent une vraie pensée, qui sont capables de se servir de leur expérience en diaspora, loin du pays, pour remettre en perspective et usiner de vraies solutions pour le terrain, pour l'espace historique dont ils surgissent. Il faut que ce soit des éléments de la diaspora qui ont pris le temps de penser la réalité sociale, parce que prendre la distance, être loin du pays, contrairement à ce qu'on dit, hein, on taxe souvent les diasporas d'être déconnectés de la réalité. Hein, vous savez ce que c'est. Vous-même, on vous en a vous-même fait le procès souvent. Hein. Mais être loin de la réalité, être loin du terrain, peut être malheureusement un lieu de déconnexion, c'est la vérité. Mais être loin du terrain peut permettre aussi de voir différemment, peut permettre d'enrichir son expérience, peut permettre de mettre à distance un certain nombre de choses pour pouvoir s'enrichir d'expériences autres et les réinvestir sur le terrain d'où on vient. Donc, faire partie de la diaspora, c'est une chose, mais être fidèle à son histoire, être fidèle à ses origines, être fidèle au lieu d'où l'on vient, pour pouvoir mettre à profit l'expérience et le temps passé en diaspora, pour mobiliser des ressources, mobiliser des énergies, mobiliser la matière humaine afin de réinvestir le terrain, ne pas être en rupture avec le terrain. Donc, au fond, les diasporas seront des acteurs majeurs de ce qui se passe sur le terrain à condition qu'ils ne se détachent pas du terrain, à condition qu'ils portent en diaspora le souci du terrain, à condition qu'ils ne tombent pas dans une forme d'arrogance qui ferait d'eux des donneurs de leçons à ceux qui sont restés, ce qui créerait une vraie rupture. Donc, il y a vraiment un travail à faire entre les différents acteurs où qu'ils se trouvent pour faire en sorte que en diaspora, on puisse porter les soucis du terrain, mais que ceux qui sont sur le terrain soient aussi réceptifs aux solutions issues de ceux qui viennent de la diaspora. Mais les solutions qui viennent de la diaspora doivent rencontrer les acteurs de terrain pour usiner des formules originales adaptées, parce qu'il ne s'agit pas non plus aussi de ramener sur le terrain des solutions. On se souvient des usines livrées clé en main. On voyait bien que ça ne marchait pas, parce qu'il y a une expérience sociale et historique qui est propre au continent africain. Et donc, le terrain impose ses normes, ses logiques et son agenda. Voilà. Donc, les diasporas, en tant que diaspora, simplement parce que c'est la diaspora, ce n'est pas une solution. Voilà. La diaspora pourrait être une solution possible à condition que cette diaspora soit une diaspora, on va dire, en guillemets, de qualité. C'est-à-dire une diaspora soucieuse de pouvoir usiner de vraies solutions adaptées au terrain, en coopération, en collaboration, en bonne intelligence avec ceux qui sont sur le terrain, qui sont aussi porteurs de projets. Oui.
Donc, il y a cette entente, ce que j'appelle cette bonne intelligence qui est nécessaire entre les diasporas. Sinon, beaucoup de personnes sont en diaspora, sont aussi des cupides, sont aussi des gens soucieux de se servant malhonnêtement de leur posture pour essayer de trouver sur le terrain des positions de pouvoir. Et ils abuseront du pouvoir autant que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Et les exemples ne manquent pas lorsque vous parlez de M. Alpha Condé. Vous illustrez bien le fait que être parti ou faire partie de la diaspora n'est pas en soi, ne vous donne pas un brevet, si vous voulez, d'honnêteté pour usiner des solutions d'avenir. Non. Donc, la diaspora, oui, mais à condition. Voilà, à condition, vous le dites. Alors, Serge Boukou, une troisième catégorie, ce sont les artistes populaires. Alors, il faut quand même dire une chose, si nous prenons du côté de l'Afrique centrale, souvent les artistes sont considérés comme des troubadours, c'est des amuseurs publics. Comment leur accorder une crédibilité, notamment dans cet espace d'Afrique centrale, où on sait aussi qu'il y a très peu dans l'histoire d'artistes qui ont pris des engagements populaires ou des engagements politiques ouverts. Très souvent, ils les revendiquent de ne pas faire de la politique. Ils le revendiquent de ne pas s'immiscer, je dirais, dans la gestion de la chose publique, dans la res publica, sinon être là pour apporter la joie ou pour adoucir les mœurs, même si le ventre est vide, même si les libertés sont, je dirais, reprimées. Bien sûr que nous savons qu'il y a d'autres qui ont, je dirais, dans leur prestation un engagement citoyen reconnu, mais très peu font le pas pour rentrer dans la gestion de la chose publique. Je répondrai, en termes de structure, je répondrai de la même manière qu'à la question sur les diasporas. L'artiste est un personnage très particulier, vous savez. L'artiste est un personnage très particulier. Si vous allez chez quelqu'un comme Platon, il dit les artistes, nous les couvrirons de laurier parce que nous respectons vraiment ce qu'ils font. Ils font des performances absolument extraordinaires. Voilà. Mais nous les conduirons hors des murs de la cité parce que l'artiste, il joue avec la vérité. Il est capable de séduire le peuple, c'est-à-dire de l'égarer, de le distraire hors des vrais problèmes majeurs. Voilà. Donc, l'artiste est un personnage très particulier dans l'histoire des peuples. Hein. Donc, voilà. Et d'autre part, l'artiste peut être aussi un très grand traître. Hein. Il peut devenir un très grand propagandiste. L'artiste perverti peut être un très grand propagandiste qui peut se mettre, qui peut oublier sa vocation et se mettre au service des puissants. Hein, dans certains pays, il y a des mouvements politiques qui se développent en diaspora contre des artistes sur le terrain au prétexte que ces derniers auraient chanté les louanges des dictateurs sur place. C'est ce que je voulais quand même arriver à ça parce qu'on le voit ici, notamment les artistes d'Afrique centrale, ceux du Congo, de la RDC précisément, qui ont été interdits de scène. Ici à Paris, le dernier concert de l'artiste Fally Ipupa, on a bien vu ces émeutes qui ont embrasé je dirais Paris, alors qu'on était là sur une prestation artistique, mais qui a été revêtue, je dirais, de la toge politique, qui a fait en sorte que les choses, Paris a brûlé un soir, tout simplement, parce qu'il y a un artiste qui avait presté, mais qui n'était pas dans l'entendement des autres parce qu'il était considéré comme un traître. Et pourtant, lui ne revendique pas de faire de la politique. On ne peut pas ne pas faire de la politique. Voilà. On ne peut pas ne pas faire de la politique. L'homme est un animal politique. Quoi que l'on fasse ou que l'on ne fasse pas, on prend position d'une manière ou d'une autre. Tout fait sens, vous savez. Tout fait sens. Et donc, que l'on prenne parti, c'est une chose. Que l'on ne prenne pas parti, c'est une autre chose. Mais quoi qu'il en soit, vous serez toujours situé. Voyez, ceux qui ne veulent pas faire la politique s'occupera d'eux, d'une certaine manière. Bien. Mais je répondrai à votre question d'abord en posant que l'artiste est un être qui est sensible.
pour ne pas dire hypersensible. Voyez, c'est un être qui est sensible et qui est hypersensible. Donc, s'il est sensible et hypersensible à la réalité du chant africain étant ce qu'elle est, eh ben, les artistes ne peuvent pas ne pas être concernés par l'expérience sociale des peuples d'Afrique. À moins qu'on ait des artistes esthètes qui veulent faire de l'art pour l'art. Ça me semble être un luxe. Mais les artistes dont il est question dans cette note, les artistes populaires dont il est question dans cette note, peuvent être, parce qu'ils le sont, ils sont suivis par des milliers de personnes. Donc, ce sont des influenceurs. La question qu'il faut poser, c'est que, en tant qu'influenceur, que véhicule-t-il comme message? Que véhicule-t-il comme valeur? Que véhicule-t-il comme information? Quel type de prise de conscience occasionne-t-il? C'est bien ça la question. Voyez, de quelle valeur sont-ils les porte-paroles? Sont-ils les porte-paroles de valeurs faibles, d'anti-valeurs même, de valeurs dangereuses? Voyez? Ou sont-ils des promoteurs d'une conscience forte visant à transformer la réalité? Donc, ils peuvent être pervertis, ces artistes populaires. Ils peuvent être influencés. Ils peuvent être utilisés, instrumentalisés. Donc, rappelons-nous quand même que dans l'histoire de l'Afrique moderne, la figure de l'artiste a beaucoup évolué. On se souviendra que des années en arrière, lorsqu'une fille voulait épouser un homme et qu'on disait qu'il était artiste, les parents étaient rétifs parce qu'on considérait que les artistes étaient des voyous. Ce sont des personnages très particuliers. Aujourd'hui, il y a une véritable mutation où les artistes émergent comme de personnages forts. Donc, que cette note-là tienne compte de ces acteurs-là est une chose intéressante. Mais là aussi, c'est à quel niveau les artistes peuvent-ils se placer? De quel artiste parle-t-on? Parce que quand on examine le champ des acteurs de l'art, on trouve des avant-gardistes. Bon, vous les connaissez mieux que moi puisque vous les invitez souvent sur vos plateaux. On trouve des acteurs avant-gardistes qui sont porteurs de valeurs fortes, de renouveau, de renaissance. Donc, des gens très engagés politiquement. Mais hélas, on trouve aussi des artistes que je pourrais qualifier d'artistes fantoches, qui sont des porte-paroles et de porte-voix de valeurs rétrogrades, ignobles et dangereuses, qui sont des espèces de porte-voix de choses qu'il ne faudrait plus faire. Je pense à quelqu'un comme Tiken Jah Fakoly, par exemple. Je pense à des gens comme Alpha Blondy, par exemple. Je pense qu'il y a énormément d'artistes qui sont porteurs de valeurs de renaissance, de valeurs de prise de conscience. Rappelez-vous, le mouvement, par exemple, le rap sénégalais, qui a été un acteur majeur fort dans les alternatives politiques. Voyez? Mais on trouve aussi énormément d'acteurs qui sont, hélas, et c'est bien malheureux, des espèces de répétiteurs. Et que une note comme celle du Quai d'Orsay puisse compter sur les artistes dits populaires pour véhiculer des messages, je ne mettrai pas, je me méfierais de ces artistes-là que le Quai d'Orsay repérerait dans sa stratégie comme d'éventuels acteurs politiques majeurs. Et pourquoi et pour quelle valeur? Pour quel combat? Vous voyez? Voilà, il faut être vigilant. Il faut être vigilant. D'accord. Parce que lorsque l'artiste commence à être mobilisé par l'État, lorsque un artiste commence à être pris dans les grilles de lecture d'une institution, c'est souvent pour maintenir un ordre établi. Vous comprenez?
C'est souvent pour maintenir un ordre établi. Or, peut-on considérer que le champ africain politique est un champ qui est le lieu d'un ordre viable? La question du Covid montre bien que nous sommes dans un espace où, en une soixantaine d'années d'indépendance, on a toujours des structures sanitaires complètement délabrées. Donc, voilà, la question de la dénonciation, voilà, enfin, je vous laisse, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, on a bien compris. Alors, on va passer donc à cette quatrième catégorie d'acteurs. Hein. Ce sont les entrepreneurs économiques et les businessmen néolibéraux. Je connais votre aversion par rapport aux néolibéraux, mais enfin, on constate aujourd'hui que ce sont ceux qui ont peu. Je rappelle juste que le Congo-Brazzaville, par exemple, a racheté la licence Forbes pour chaque année énumérer ses richesses africaines, ces jeunes, ces hommes et ces femmes qu'on admire malgré leurs accointances avec les politiques et ceux qui ont mis ces pays dans un état délabreux. Mais enfin, aujourd'hui, ils font partie des gens sur lesquels il faut compter, Serge Mboko. Je vois que ça vous réjouit. Ben, ça me réjouit. Bon, les entrepreneurs économiques et les businessmen néolibéraux, vous voyez bien qu'ils précisent. Ils précisent, ils choisissent leurs chevaux sur l'échiquier social et économique. Ils choisissent les types d'entrepreneurs avec lesquels ils veulent compter. Donc, pour moi, c'est déjà problématique. Bon. Premièrement. Deuxièmement, dans la première partie de cet échange avec vous, je vous disais, mais tous ces hommes d'affaires que l'on forme aujourd'hui, ont-ils dans leur agenda des priorités sur l'écologie, par exemple? Ont-ils sur leurs agendas des priorités sur des modalités économiques associatives alternatives? Ou sont-ils pour l'exploitation cynique, démesurée des ressources de façon anarchique, visant à détruire les eaux, à défaire la forêt congolaise, à accentuer l'avancée du désert, vous voyez? Alors, c'est ça la question. Je citerai par exemple en exemple la situation du Congo dans les tourbières où donc M. Willy Etoka est allé faire de l'exploration pétrolière. L'État congolais aujourd'hui a donné une licence d'exploration à une société pour voir. Alors, on a vu que les ONG internationales sont montées au créneau pour dénoncer en fait cet état de fait. Or, le Congo a revendiqué les ressources qu'il pouvait en tirer par le biais de cette société gérée par Monsieur Willy Etoka, qui lui aussi est un néolibéral, qui fait partie de ces nouvelles fortunes africaines. Donc voilà un peu ce que vous disiez, on est plus ou moins dans cette dichotomie, Serge Mboko. En même temps, on a besoin de ressources pour avancer, sauf que ces ressources se retrouvent parfois sur des espaces qui ne devraient pas être exploités parce que il en va de la survie de l'espèce humaine et de la planète. L'Afrique doit usiner son propre modèle économique adapté à son histoire ancienne et son histoire récente pour un avenir qui soit un avenir africain. Un avenir africain en dialogue avec les valeurs de la modernité. Si l'on considère ou si l'on considère que le modèle de l'affairisme se calque sur la réussite des grandes fortunes du monde néolibéral triomphant, eh bien, cela n'aboutira qu'à une seule chose, le délitement continu du champ social, économique, éthique africain. Donc, lorsqu'on parle des entrepreneurs économiques, il faudrait chercher à voir clair quel type d'entrepreneur, quelles valeurs ces entrepreneurs promeuvent-ils? Dans quelle orientation inscrivent-ils ou s'inscrivent-ils lorsqu'ils mettent en place des affaires? Quel est leur projet socio-politique? Vous voyez? Si
leur projet social et politique est un projet simplement du business pour le business, à qui profitent ces affaires? Voyez? Donc, il y a à penser un modèle original qui tienne compte de la manière qu'ont les Africains de faire société aujourd'hui. Voyez? Sinon, on aboutira simplement à une caricature. Est-ce que nous ne sommes pas déjà dans la caricature? Est-ce que nous n'avons pas trop duré dans cette caricature? Donc, il y a à repenser le modèle social et économique. Donc, les entrepreneurs économiques dans cette note fait mention, moi, je me méfierais. Je me méfierais. Et donc, il faudrait arriver à penser, il faut que les peuples d'Afrique regardent de près les démarches entrepreneuriales qui, justement, s'investissent et investissent chez eux. On le voit. Il y a toutes sortes d'acteurs économiques. Tout le monde est affairiste. Tout le monde signe des partenariats avec tout le monde. Il en résulte simplement plus de pollution, simplement plus d'empoisonnement des eaux, simplement plus de déforestation, simplement plus comment dire, de dépravation des mœurs, simplement plus moins de culture du partage. Vous voyez? Donc, nous sommes interpellés. Être un homme d'affaires, c'est une chose, mais à quelle charte éthique obéit-on? Ça, c'est une vraie question. Donc, cette crise du Covid est une crise qui, tout d'un coup, nous interpelle à un niveau beaucoup plus global qu'au simple niveau de la santé, qui n'est déjà pas rien. Mais la santé devient un lieu de redéploiement de notre questionnement. Voilà, dans une sorte de carrefour. Nous sommes au carrefour de notre destin. Et vous voyez bien que tous les acteurs qui sont cités dans ce domaine sont des acteurs majeurs, mais il faut que ces acteurs puissent faire leur propre, comment dire, discernement, leur propre questionnement avec les peuples, en lien avec les peuples. Voilà. Donc, du coup, enfin, ça suppose aussi une conscientisation, comme on disait à la belle époque. Alors, est-ce que, Serge Boko, une question subsidiaire, est-ce que vous comprenez que cette note n'est pas genrer l'espace africain pour aller chercher notamment les femmes, les désigner comme telles? On sait quand même que dans les politiques de développement, dans ces rapports entre l'Occident et l'Afrique, ce sont les actions menées par le leadership féminin qui est privilégié, puisque on arrive à un rendement qui est meilleur, entre guillemets, dans les espaces où ces politiques sont menées. Est-ce que vous comprenez que dans cette précipitation, dans l'événement qui surgit, qu'on n'ait pas eu besoin de genrer ce type de document afin de garder les choses ouvertes? Non. Cette note, pour moi, je vous l'ai déjà dit, cette note, pour moi, elle fait symptôme. Cette note, pour moi, est issue d'acteurs qui ont accompagné des acteurs politiques qui ont abouti à ce que nous voyons aujourd'hui dans le cadre de la crise du coronavirus, à savoir… Donc, homme ou femme, ça ne change rien pour vous. Hein? Homme ou femme, ça ne change rien. Il n'y a pas besoin de genrer, on est déjà à faire des acteurs. Non, c'est pas ça. Ce que je dis, c'est que les producteurs de ce document sont des représentants d'un modèle archaïque. Un modèle archaïque qui privilégiait le mâle, l'homme, comme acteur et qui, au fond, s'inscrivait dans des modèles et des schémas qui ne sont plus des schémas d'actualité. C'est pour ça que je dis que énormément d'acteurs qui font vivre l'expérience africaine sont pas vus, sont négligés dans cette note. Mais c'est normal parce qu'ils ont, les rédacteurs de cette note ont un, comment dire, un analyseur déphasé. La société africaine est un lieu de fourmillement d'une multitude, d'une multiplicité d'acteurs qui la font réellement vivre et qui ne sont pas pris en compte. Donc, que les femmes n'apparaissent pas
Que les jeunes n'apparaissent pas dans cette note, ce n'est pas très étonnant. Ce n'est pas très étonnant. C'est normal, pourrait-on dire, dans la normalité. C'est normal dans la normalité. Autrement dit, l'expérience africaine doit être, je ne dis pas exclusivement, mais doit être prioritairement menée par des Africains soucieux, pas parce qu'ils sont africains, mais par des hommes soucieux de l'expérience concrète du champ africain, qu'ils soient dans le monde de la diaspora ou qu'ils soient sur le terrain africain lui-même. C'est des gens qui doivent regarder l'expérience de façon honnête, juste. Paul Ricoeur appelle ça la bonne subjectivité. Voilà, la bonne subjectivité, une sorte de probité intellectuelle qui ne soit pas là à privilégier des intérêts constitués, mais qui soit là à expérimenter, c'est-à-dire faire l'expérience avec cette matière historique instable pour pouvoir trouver les structures nouvelles qui soient en adéquation avec l'expérience historique actuelle. Une expérience historique qui a besoin d'être mise en route pour inaugurer et investir un avenir possible, mais pas nécessairement crédible. Parce que en misant sur les chevaux du passé, on risque d'aboutir à une sorte de dislocation continue. C'est-à-dire que nous croyons que nous avons touché le fond, mais si on ne fait guère attention, on peut aller encore au fond du fond. Mais si l'on prend conscience et que l'on discerne bien en faisant le bilan de d'où nous venons, pourquoi nous en sommes arrivés là, il est possible pour nous de rebondir pour s'inscrire dans une vraie renaissance africaine. Cela est possible. Et cela est notre responsabilité aujourd'hui. C'est un enjeu générationnel. Faut pas blaguer des Ziana TV. Il n'y a pas de Ziana TV, la chaîne qui nous redonne de l'espoir. Ziana TV, c'est la chaîne qui nous accompagne au quotidien. Ziana TV, c'est la chaîne qui te dit vas-y on avance, allez, allez, on y va ensemble. Ziana TV, faut pas blaguer des Ziana TV. Il n'y a pas de